Bonjour à tous, Lucie Joseph, je suis pédopsychiatre. Actuellement, je travaille en Suisse, mais je suis pédopsychiatre française. Déjà, je voulais remercier Madame Sansem Cardenas de m'avoir réinvitée cette année. Il y a 2 ans, j'étais déjà là, j'étais jeune diplômée, je venais d'être thésée sur mon travail donc en pédopsychiatrie qui s'appelait d'un imaginaire intime à un intime imaginaire, et j'avais présenté mon travail de thèse sur les échographies fœtales 3D. Donc ces échographies qu'on peut faire pour prendre une photo du fœtus pendant la grossesse. Donc c'est pas de ça dont je vais vous parler aujourd'hui, même si la question de l'intime était explorée durant mon travail de thèse. Voilà, ce qui était assez simple il y a 2 ans finalement pour moi, c'est que c'était un travail qui était validé par mes pairs, parce que je venais juste de le présenter en soutenance. Là, il s'agira de parler pour moi aujourd'hui de l'anamnèse périnatale, et je pense que c'est la première fois pour moi que je parle un petit peu de mon exercice professionnel devant des pairs, et du coup je me suis dit que c'était un petit peu aujourd'hui la première fois que je parlais de mon intimité professionnelle et intellectuelle, et que j'allais partager tout ça avec vous. L'idée pour moi, c'est je suis jeune professionnelle, c'est vraiment de pouvoir expliquer un petit peu ce que je peux rencontrer en clinique, ma position autour de l'anamnèse périnatale, et puis un petit peu mes questionnements. Et l'intérêt, ça sera vraiment de pouvoir échanger ensuite avec les modérateurs et puis avec vous tous, pour un peu voir un petit peu si ça vous évoque des choses particulières, ou si juste les questionnements sont de mon fait. Donc je vous l'ai dit, je suis pédopsychiatre, j'exerce actuellement dans un centre de psychothérapie, une sorte de CMP en fait privé en Suisse, à Lausanne, depuis novembre dernier. Donc dans une activité vraiment de cabinet de consultation privée, où je fais la rencontre d'une patientèle variée, tant en problématiques différentes et en âge, donc de la périnatalité à l'adolescence. Donc j'ai une activité de consultation vraiment tournée autour de l'accompagnement de femmes enceintes ou de deuil périnatal, jusqu'aux 18 ans des patients. Et l'intime, finalement, il s'immisce et il peut être questionné à chaque rencontre. Et quand j'ai commencé à préparer un petit peu cette présentation, je me suis dit, mais mince, en fait, j'aurais pu proposer tellement de choses en lien avec mon activité et la question de l'intime. Et notamment, j'aurais pu aborder, parce que j'aurais trouvé ça un peu novateur, c'est un peu prétentieux, mais voilà, c'est une question qui aurait pu être intéressante, de l'intimité des adolescents sur les réseaux sociaux. Parce que c'est un effet courant que les ados me racontent en consultation leur rapport à ce monde virtuel, et quand moi je les questionne un peu sur leurs relations interpersonnelles, leurs amis, ils me parlent assez rapidement en fait des réseaux sociaux dans ces moments-là. Donc je vous ai sélectionné quelques petites citations un petit peu de mes consultations. Par exemple, j'ai mis des photos de moi sur Snapchat, et ce garçon à qui je faisais confiance m'a fait du chantage pour en obtenir plus. Ça, c'était une jeune fille, par exemple, de 13-14 ans qui s'était mise en difficulté en diffusant des photos. Une autre citation, je me suis embrouillée avec mon copain, il veut toujours me géolocaliser sur Snap. Vous voyez ce que c'est, Snap, madame, parce qu'on peut activer ou non la géolocalisation. Savoir que les patients considèrent que je ne connais pas forcément tous les réseaux sociaux, donc ça mène à des discussions assez intéressantes. Des parents aussi qui se plaignent que leurs enfants passent beaucoup trop de temps sur leur téléphone, des ados qui se plaignent que leurs parents les laissent pas assez être sur les téléphones, alors que c'est par les réseaux sociaux qu'ils arrivent aussi à s'apaiser parfois en écrivant à des amis. Et des ados qui mettent en scène des photos de leur tentative de suicide aussi, en disant j'avais mis une photo de moi en me mettant en danger, et puis des amis l'ont vu, m'ont appelé, et du coup je suis pas passée à l'acte. Donc définitivement, j'aurais pu vous parler du rapport des ados à l'intime en 2019 sur les réseaux sociaux. Pourquoi une telle introduction qui est un peu loin du programme et de l'anamnèse périnatale? C'est parce que je vais vous parler de l'accès au récit périnatal, à ce que je fais en pratique quotidienne, et que finalement, mon questionnement de base, c'est est-ce qu'on est trop intrusif à aller
trop rapidement parfois questionner l'anamnèse périnatale, et que l'opposition des deux, l'intime adolescent exposé, voire surexposé sur les réseaux sociaux, et l'accès au récit périnatal, m'a permis finalement de relativiser, de donner une autre perspective à mes doutes, et à soulever également d'autres questions. Par exemple, comment perçoit l'adolescent lorsqu'on fait le récit de son histoire périnatale, de son tout début de vie, dans mon bureau, en présence de ses parents. C'est quand même quelque chose que je fais régulièrement. Est-ce plus ou moins gênant que, par exemple, de ne pas maîtriser une publication sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Snapchat ? Voilà, c'est des questionnements qui m'ont traversée, parce que finalement, la question est vraiment là. En entretien pédopsychiatrique, on est amené parfois à explorer très rapidement un petit peu toute l'histoire de vie du sujet, et je me demande toujours un petit peu comment l'ado, quand les parents racontent la grossesse, voire leur rencontre, comment l'ado vit les choses. Et donc, l'accès au récit périnatal, pour moi, il est primordial, il est quotidien, et face à chaque nouvelle demande, je le réalise en systématique. Et donc, pour revenir un petit peu à mon propos sur l'anamnèse périnatale, l'idée était de questionner un peu cet ajustement temporel, savoir s'il y a un bon moment ou pas pour accéder à ce récit. Et j'ai découpé un peu mon intervention en plusieurs parties. La première qui concerne des illustrations de situations pédopsychiatriques un peu typiques, d'enfants ou d'ados consultants, accompagnés ou non de leurs parents. Et puis la deuxième, c'est vraiment l'aspect plus spécifique de mes consultations en périnatalité, et plus particulièrement autour du deuil périnatal, parce que en arrivant en fait dans ce cabinet privé, j'ai vraiment exprimé le souhait d'avoir de manière spécifique des consultations autour du deuil périnatal. Et donc je finirai mon propos un peu sur cette question-là pour la suite. Donc, je vous le disais, je fais partie d'une structure de consultation, donc on a un dossier commun à remplir. Et dans le cadre de la pédopsychiatrie, l'anamnèse périnatale a toute sa place dans ce document commun, elle est marquée comme telle, et on l'a mis en avant avec l'équipe de pédopsychiatrie, à la différence par exemple du dossier commun qu'il y a pour la psychiatrie adulte. Et ça a toujours été le cas. J'ai eu une formation donc à Lyon, et mon premier stage d'interne en pédopsychiatrie, c'était auprès du docteur Claude Bervet, qui, je me souviens, réexplorait, lui, l'anamnèse du jeune, parce qu'on avait une clinique adolescente avec lui, et il refaisait le récit depuis la rencontre des parents, quasiment en systématique, et de mémoire quasiment au premier entretien. Donc c'est des entretiens qui duraient très longtemps, et où vraiment on repartait, et il questionnait de manière assez directe les parents en disant racontez-moi comment vous vous êtes rencontrés, et puis petit à petit on déroule les choses, le désir d'enfant, la grossesse, l'accouchement, les premiers mois, les premières années, etc. etc. Et c'est vraiment cette première expérience qui m'a fait aimer faire parler les parents lors du premier entretien sur l'histoire du jeune, depuis finalement le désir d'enfant. Face à ce récit, le jeune n'était pas forcément au courant, le jeune semblait des fois découvrir des choses de son histoire, et globalement les parents, assez consciencieux, s'exécutaient à la tâche. Il est assez rare que les parents émettaient une opposition. Après, les récits étaient plus ou moins construits, plus ou moins complets. On voyait que des fois les choses, que le récit familial avait pas trop de corps. Parfois, il y avait beaucoup d'anecdotes. Ça, c'était un peu variable selon les situations cliniques. Alors ça, c'était possible, si les parents étaient présents, parce que ce qu'on rencontre aussi parfois, c'est des adolescents qui viennent consulter seuls, qui ne souhaitent pas qu'on rencontre les parents, et vu que l'alliance thérapeutique prévaut, on attend que le jeune soit prêt pour avoir accès à un moment donné à cette rencontre parentale et à ce récit qui, moi, m'apparaît essentiel pour comprendre la
clinique globale, que ce soit pour les enfants en bas âge, les enfants entre 7 et 10 ans, et encore plus les adolescents. Et par exemple, j'avais envie de vous parler aujourd'hui d'une vignette clinique assez récente. C'est un jeune garçon de 10 ans pour lequel un diagnostic de trouble de l'attention et d'hyperactivité, enfin déficit en attention et d'hyperactivité a déjà été posé, orienté par sa pédiatre devant des troubles du comportement assez majeurs et puis une mère épuisée. Elle me l'envoie en urgence, elle demande une évaluation clinique, voire un ajustement thérapeutique pour ce jeune garçon. À la description par téléphone, je ne suis pas sûre qu'elle me transmette l'âge du garçon, et quand je me dirige en salle d'attente, déjà, je suis un peu inquiète en me disant « Mon Dieu, il va falloir que je gère cette situation ». Ce garçon a l'air très agité, ça va clasher en entretien, et je m'attends à un grand gaillard de 16 ans, au vu de la description de la pédiatre. Et puis quand j'arrive en salle d'attente, c'est un petit bonhomme de 10 ans qui m'attend et qui vient sans vraiment de difficulté en consultation. L'entretien se déroule, donc j'ai un peu une trame en tête. On repart du motif de la consultation, de la plainte initiale, qui est là une agitation, de l'agressivité qui est majeure pour ce jeune patient. Et puis je déroule un peu la scolarité, l'histoire, les antécédents somatiques. Et puis à un moment donné, je pose les choses en disant à la mère, en fait, à chaque entretien, moi j'aime bien reparler un petit peu aussi de la période périnatale, je le fais avec tous les patients. Et donc on évoque un petit peu la grossesse, l'accouchement, les premiers mois de vie. La mère me dit a priori, non, ça s'est bien passé, il n'y a rien eu. Tout s'est bien passé pour moi et pour mon garçon. Et puis finalement, elle marque un temps d'arrêt et elle me dit « Ah oui, en fait c'est vrai, on n'en a jamais reparlé, pourtant le garçon a eu un suivi psychologique. » Elle me dit « Mais ça m'est jamais revenu, mais mon père est décédé pendant ma grossesse et je l'ai accompagné. Il est décédé dans mes bras, j'étais enceinte et c'est vrai que j'en ai jamais reparlé. » Et là, je sens qu'elle réalise que il y a quelque chose qui s'est peut-être joué, en tout cas à cette période. À ce moment-là, le jeune garçon qui jusqu'alors est occupé à jouer et dans un autre coin de la pièce se montre assez attentif, pose des questions sur cet épisode-là de vie. Et puis, du coup, on reprend ça, on évoque un petit peu l'état émotionnel de la mère à ce moment-là, notamment dans les suites à l'accouchement pour elle, dans les premiers mois de vie, dans l'idée pour moi, un petit peu d'explorer si elle était disponible pour cet enfant une fois qu'il est né ou non. Quelle fut finalement leur rencontre ? Est-ce qu'il y a eu des soucis d'accordage ? Et la mère la balaye assez rapidement les choses en disant qu'il n'y a pas eu de problème particulier. Elle m'explique quand même être allée voir un kinésiologue. Alors, le kinésiologue en Suisse, c'est courant. Les patients vont ont beaucoup recours aux médecines alternatives et notamment aux kinésiologues qui, par l'analyse des énergies. Je n'y suis jamais encore allée, mais je pense qu'il faut que j'y aille au moins une fois pour comprendre ce qui s'y passe. Parce que vraiment, c'est vraiment très courant. Donc, elle est allée voir un kinésiologue et à ce moment-là, elle avait effectivement fait un travail autour du décès de son père, mais ça s'était arrêté là. Et en 10 ans, il ne s'était pas repassé vraiment d'élaboration autour de cette période-là pour elle. Donc ça, c'est une première vignette clinique où on voit que si on ne pose pas la question finalement, la mère ne l'aurait peut-être pas évoqué spontanément. Par contre, d'aller explorer un peu plus finement permet d'accéder à ces éléments. Et je cite cette vignette clinique, mais finalement, c'est assez fréquent que des choses se disent à ce moment-là, des choses en tout genre qui permettent un petit peu d'élaborer plus. Et pour citer Sylvain Missonnier, finalement, il dit que la vie prénatale est le premier chapitre de la vie de l'individu et on sait combien de choses peuvent se dérouler pendant cette vie prénatale et combien la réexplorer, pour moi, à mon sens, est extrêmement importante. Alors la question, un petit peu, c'était quand faut-il l'explorer ? Est-ce que c'est lors du premier entretien, où finalement on fait la découverte des patients, où les patients nous découvrent aussi, et où on n'a pas forcément tout de suite un lien de confiance qui s'est établi ?
Est-ce qu'il faut attendre que ce lien de confiance s'établisse et soit suffisant ? Déjà, à partir de quand on le juge suffisant ou non ? Est-ce qu'il faut l'explorer selon la temporalité du patient et quand les parents vont pouvoir l'exposer d'eux-mêmes ? Pour ma part, moi je profite de ce premier entretien où on déroule tout un espèce de canevas pour explorer, pour avoir les premiers éléments. Et si jamais il y a des éléments assez douloureux qui sont réévoqués, si je vois que les parents sont gênés ou trop éprouvés, je propose un entretien, par exemple, qu'avec les parents pour explorer plus spécifiquement cette période-là ou plus spécifiquement ce qu'ils viennent de m'expliquer. Mais en tout cas, je recherche quasi en systématique ces informations et même dans les situations où les ados consultent seuls, je disais tout à l'heure, pour moi, il y a une importance à pouvoir à un moment donné avoir accès à ce récit-là. Sur la clinique adolescente, c'est parfois un petit peu ce qui pêche parce que il y a eu des écrits sur le fait, sur ce qui peut être ravivé à l'adolescence de l'histoire périnatale, et finalement c'est souvent compliqué quand il y a la crise, quand la symptomatologie fait crise, d'avoir une disponibilité du côté de l'ado et du côté de ses parents pour réexplorer et que ça fasse sens pour eux aussi de réexplorer cette période périnatale. Alors je le disais, il y a quand est-ce qu'on la réexplore et puis avec qui ? Est-ce qu'on la réexplore avec les parents seulement ? Est-ce qu'on la réexplore avec l'enfant ? Est-ce qu'on le fait en 2 temps ? Pourquoi ces questions ? Parce qu'on est souvent confronté à des non-dits, à des secrets et à des choses dites à moitié et ou chuchotées. C'est pas rare que quand il y a eu un parcours, par exemple, de procréation médicalement assistée ou quand il y a eu des choses particulières dans l'histoire périnatale, que les parents disent les choses ou me les chuchotent ou voire juste articulent, espérant que je comprenne alors que l'enfant est à côté. Donc par exemple, des parents qui peuvent dire en fait il est issu d'une FIV, il le sait, mais bon, dans ma tête je me dis mais bon quoi, parce que là en fait votre enfant est en train d'entendre, et c'est des choses qui après à retravailler sont parfois compliquées. Finalement, quand les choses sont dites, on peut avancer. Quand les choses sont en secret, les choses sont en secret, donc on n'y a pas accès. Et quand c'est les dits à moitié, les chuchotés, j'ai plusieurs situations cliniques en tête où finalement, avec un suivi qui se poursuit par ailleurs, où on revient sur les choses, c'est extrêmement compliqué d'avancer sur cette question-là et sur le fait que les choses à moitié secrètes passent vraiment sur des choses dites avec aisance. J'ai vraiment, dans ma pratique, j'ai vraiment eu du mal sur les suivis là que j'ai en tête à faire passer de ce non-dit un peu chuchoté à quelque chose qui se dit et qui est assez simple et qui permet parfois aussi d'apaiser un peu l'enfant. Voilà, donc du coup, c'est un petit peu ça aussi la conclusion, c'est que de pouvoir dire les choses, les dire simplement, ça va pas forcément de soi. Parce que parler de l'histoire périnatale, c'est parler aussi des grossesses difficiles, de réexplorer des angoisses de mort, de la haine pour ce fœtus qui aurait empêché de vivre normalement, de vivre une grossesse heureuse. Parler de l'histoire périnatale, c'est évoquer aussi des accouchements difficiles, voire traumatiques, des premiers mois de vie pour le bébé fatigants pour les parents, des bébés qui étaient trop silencieux ou trop agités, des bébés qu'on voulait allaiter, qu'on n'a pas pu allaiter, des bébés qui ne grossissaient pas assez. Parler de l'histoire périnatale, c'est parler des deuils aussi que l'on a pu vivre, des interruptions de grossesse, des choses où on a eu une décision, des choses qu'on a subies aussi. Et tout ça va pas de soi. Et ça se sent assez facilement en entretien que ça va pas de soi. Et qu'il faudrait parfois aller jusqu'à préciser que dans l'histoire familiale qu'on réexplore, l'histoire périnatale, devrait exister assez facilement les fausses couches, même précoces, les interruptions volontaires de grossesse, les IMG. Vraiment, ça va pas de soi, et parfois ça arrive de manière assez
opportune. Enfin, on sent que ça va pas de soi de l'explorer là où, quand on a une lecture un peu psychodynamique, on voit vite que ça a une importance. On voit vite que dans l'histoire actuelle du sujet, il peut y avoir en miroir un peu une résonance de l'histoire familiale globale. Et du coup, se pose la question de quoi on a peur, pourquoi on utilise un peu ce secret, alors que la littérature met en évidence que tout épisode périnatal peut être un facteur de risque dans l'histoire du sujet, que ce soit le père, la mère, la fratrie déjà existante ou le futur enfant. Et à titre personnel, je considère que recueillir l'histoire périnatale, c'est faire un travail de prévention qui est essentiel, et que vraiment amener les sujets à parler de cette histoire et qu'au niveau sociétal, ça soit beaucoup moins tabou est extrêmement important. Pour citer un petit peu des études, quand par exemple et là j'en viens à parler maintenant du deuil périnatal, qui est un peu plus mon activité et mon sujet un peu actuel. C'est vrai que le deuil périnatal, si on ne le réexplore pas, si on n'a pas accès à ça, on manque des informations un petit peu, par exemple, sur la disponibilité de la mère, mais du père aussi, du couple parental, pour la fratrie déjà existante ou pour les grossesses qui ont suivi. Il y a eu des études là-dessus, notamment aussi sur l'IVG, qui est un facteur de risque d'aggravation des troubles psychiatriques préexistants chez les femmes, avec un risque augmenté d'hospitalisation en psychiatrie dans ces situations. Et puis, on parle des IVG. Après, c'est pas mon propos je sais que c'est un propos actuel. Il y a beaucoup de questionnements autour de tout ça. C'est pas une volonté politique de défendre ou ne pas défendre l'IVG, mais il y a des réalités si on n'en parle pas. En fait, mon propos, c'est de dire qu'il faut pouvoir, qu'on n'autorise pas, il faut parler et il faut pouvoir en faire un récit. Il y a une étude qui est très intéressante qui a été réalisée en 2011 sur des femmes pour lesquelles une IVG avait été refusée entre 61 et 63. Il y avait, sans avoir de différence de QI significative chez les enfants nés de ces refus d'IVG, il y avait des troubles des apprentissages et des troubles du comportement qui étaient plus présents. À l'âge adulte, les femmes issues de ces naissances étaient seules ou divorcées. Les hommes étaient mariés, mais les conjointes de ces hommes présentaient finalement un statut similaire aux femmes nées de grossesses non désirées. Donc finalement, on voit qu'il y a même au niveau transgénérationnel des choses qui se reportent. D'autres études montrent que l'autonomie de décision et un soutien social et affectif sont les meilleurs facteurs prédictifs d'une issue favorable à une interruption de grossesse en général, qu'elle soit volontaire ou d'un motif médical. L'anxiété est fortement diminuée chez les femmes qui présentent des stratégies d'approche différentes du déni, comme réfléchir à la procédure et surtout en parler. Donc partant de ce postulat et un petit peu de toutes les études, le constat majeur et univoque, c'est la nécessité de pouvoir rendre possible l'expression de l'histoire périnatale, quelle qu'elle soit. Il faut pouvoir s'exprimer dans un cadre thérapeutique et l'amener, parce que les patients ne vont pas le faire spontanément d'eux-mêmes, mais aussi au niveau sociétal, au niveau familial, il faut être entouré et pouvoir parler. Et pour citer Martin Winkler, il faut écouter les femmes, et j'ajouterais, il faut écouter les hommes aussi, et puis écouter vraiment les besoins et écouter ces histoires différentes. Il y a aussi l'idée que les couples ont besoin de se confier sur cette question, notamment parce que les études montrent que les pères peuvent présenter autant que les mères des symptômes de deuil sur la question du deuil périnatal, et que le deuil périnatal, on le sait, augmente le risque de séparation. Donc l'idée un peu, c'est de dire qu'il faut pouvoir en parler, et parler de manière préventive, donc avant par exemple sur la question du deuil périnatal, en parler avant les grossesses suivantes. Alors là aussi, la question de la temporalité qui est évoquée à ce moment-là,
mon expérience clinique, c'est que j'ai reçu autant de femmes qui, dans une situation de deuil périnatal, soit au moment du deuil et avant une prochaine grossesse, soit une fois que une autre grossesse était déjà bien entamée. À titre personnel, après ça dépend peut-être de mon positionnement aussi thérapeutique, mais à titre personnel, il a été beaucoup plus compliqué d'accompagner les femmes pour lesquelles il n'y avait pas eu de travail au moment de la perte périnatale, mais que je recevais pendant la grossesse suivante. J'avais l'impression d'être un funambule et d'être trop intrusive, d'être trop directe, trop violente parfois dans ce que je pouvais amener. Peut-être dû à la transparence psychique des patientes pendant cette période-là, qui m'amenait finalement à avoir beaucoup d'éléments. Je ne sais pas ce qui se passait, mais en tout cas, il y a une vraie question parce que il a été beaucoup plus simple pour moi d'accompagner des patientes qui étaient confrontées à une situation de deuil aigu et qui ensuite entamaient une grossesse suivante. Et à ce moment-là, de voir l'importance du suivi, quand on a la chance d'accompagner sur toute cette période et jusqu'à l'entièreté de la grossesse et à l'arrivée de ce bébé, de pouvoir voir un peu l'intérêt du travail et de toute l'élaboration qui est nécessaire pour pouvoir faire ce travail de deuil de manière le plus ajustée possible. Donc vraiment, c'est l'idée de pouvoir accompagner au mieux, de faire un travail préventif en recueillant cette anamnèse périnatale. J'avais une autre vignette clinique, c'est que par exemple, une patiente qui a eu une perte fétale à 5 mois de grossesse, enceinte quelques mois plus tard, et puis que j'ai pu suivre très régulièrement jusqu'à là. Elle doit accoucher ces prochains jours. Et puis vu que je vais quitter mon poste actuel, je lui explique et puis je lui dis voilà, je serai là quand votre bébé va arriver, mais je serai pas là les mois qui vont suivre. Et donc je lui ai délivré un message vraiment préventif, mais parce qu'on avait cette confiance-là, parce que ça fait plus de 9 mois que je la suis. Et je lui ai expliqué un petit peu que là, elle allait bien, qu'au niveau psychique, elle avait vraiment fait un travail très, très important pour gérer cet épisode de deuil, les angoisses qui étaient liées à cette nouvelle grossesse, mais qu'elle allait bien psychiquement, en tout cas sur un plan médical psychiatrique. Elle présentait aucun trouble psychiatrique. Donc je dis, vous allez bien, il n'y a pas de raison que les choses se passent moins bien une fois que ce bébé sera là, mais il faudra quand même être attentive, surveiller l'accordage, parce que ce bébé, vous ne savez pas comment il va être. Il aura son caractère à lui, son tempérament, et puis vous allez accueillir ce bébé qui arrive après la perte d'un premier bébé. Donc il va falloir surveiller l'accordage et être entouré de professionnels, de vos proches. Et c'est vraiment parce qu'un travail a été fait avant que j'ai pu aussi amener toutes ces questions-là sans qu'elle se sente attaquée en disant « mais mon Dieu, vous me dites que je pourrais être une mauvaise mère ». Elle était suffisamment en confiance pour recevoir ce message préventif de « vous avez fait du bon boulot, maintenant il faut continuer, y compris quand ce bébé va arriver ». Donc c'est au niveau de ce lien entre périnatalité et pédopsychiatrie, l'importance aussi des dates anniversaires. L'anamnèse périnatale permet aussi de mettre en évidence, quand il y a eu des situations de deuil notamment, des dates importantes. Là, je citerai Irving Yalom, qui est un peu l'auteur favori de mon superviseur actuellement. Donc c'est comme ça que j'ai été amenée à ouvrir ces ouvrages, et qui dit qu'il ne faut pas oublier les dates anniversaires et les dates marquantes de la vie. Et il y en a pas mal, donc quand on réexplore l'histoire périnatale. Et il n'a pas été rare pour moi d'avoir plus en tête les dates anniversaires de mes patientes que mes patientes elles-mêmes. Par exemple, dernièrement, j'ai une jeune femme de 30 ans qui a présenté un tableau dissociatif le jour de la date présumée du terme d'une grossesse qu'elle avait interrompue. Elle a présenté aussi des idéations suicidaires très très intenses le jour de ses 30 ans. Tout ça, c'était sur la même semaine. Mais parce qu'on avait les dates en tête, parce qu'on a pu travailler là-dessus, ça a permis d'éviter
une hospitalisation et de poursuivre et d'élaborer autour de ces dates anniversaires et de mettre du sens finalement aux symptômes qu'elle présentait. Donc enfin, lorsque la dernière question, et sur quoi je finirai mon propos, qui n'était pas stipulé dans mon titre, mais en présentant un petit peu tout ça, j'ai un peu évoqué aussi avec moi-même ce dont j'ai été confrontée un petit peu en Suisse sur l'évocation par les thérapeutes de leur propre intimité. Et alors ça, en France, moi, dans ma formation, ça m'a jamais posé question. Et là encore ce matin, je correspondais avec une collègue sur cette question-là parce que on a été sur plusieurs formations. On a pu constater que des thérapeutes parlaient, alors c'était des formations, donc c'était interprofessionnel, il n'y avait pas de patients, mais commençaient leurs propos ou illustraient leurs propos avec leur propre vécu. Alors pas le vécu de je vais vous parler de tel patient, Jean-Michel, 35 ans, que j'ai rencontré pour accompagner un tableau dépressif. C'était pas ça. C'est leur vécu vraiment personnel, intime, leur vie, notamment autour des situations périnatales, donc de patientes qui parlaient de leur grossesse, de leur propre dépression du postpartum. Voilà. Et ça, c'est des choses auxquelles je n'avais pas été confrontée. Je critique pas, je dis juste que ça me questionne. Autant de partager des choses de cette intimité-là entre professionnels que aussi avec des patients. Et là aussi, c'est les lectures de Irving Yalom qui m'intéressent, qui m'ont fait aborder ces questionnements, puisqu'il dit que le guérisseur blessé peut pousser plus loin que lui le patient, et explique à quel point l'interaction intime est toujours salutaire. Donc en somme, qu'un thérapeute blessé peut continuer à être aidant et même être aidé par la relation thérapeutique. Et sur la question du dévoilement personnel, il exprime la possibilité, selon lui, d'être transparent à certains moments avec ses patients, qu'il ne faut pas craindre que le patient demande encore plus d'accès à la vie personnelle, puisque pour le patient, le thérapeute est un être omniscient, immortel et infiniment fiable. Donc, toutes ces questions... Je conclus, il me reste ça. Toutes ces questions un petit peu sur le dévoilement du thérapeute en termes personnels, que ce soit dans le cadre de la thérapie, que ce soit dans le cadre interpersonnel, ça, c'est des choses qui me passent par l'esprit, en tout cas en préparant ce sujet. J'aimerais beaucoup partager ça avec vous et puis avoir des retours sur ces questions-là. Je vous remercie. Je propose qu'on passe la parole à Souad Hamdani, peut-être une première réaction. Je vous remercie. Et puis je vous remercie de partager avec nous votre intimité professionnelle. Et je vous remercie aussi parce que ça apporte, vous travaillez avec des patientes depuis une année, et donc ça nous apporte aussi un travail de quelqu'un qui démarre dans la profession. Et je crois que c'est très très précieux parce que c'est pas souvent que l'on a lors des rencontres des retours de personnes qui donc commencent dans la profession. Et vous parlez donc de cette histoire de périnatale, c'est cela. Alors, ce que j'ai trouvé, par exemple, intéressant, c'est qu'il y a d'abord quelques mots que je voudrais reprendre avec vous. C'est par exemple quand vous dites l'anamnèse périnatale, quand vous dites par exemple le motif de consultation, et quand vous dites la prévention, le travail de prévention. C'est très intéressant parce que ça montre bien que vous êtes dans ce dont je vais parler un petit peu demain, c'est-à-dire de ce passage de pédopsychiatre et terminologie médicale à ce que vous rapportez et qui peut être lu, et que vous êtes en train de faire d'ailleurs, de lire à la fois dans ce passage, si vous voulez.
Et donc, je trouve ça, donc pour moi en tout cas, très intéressant de vous entendre, d'entendre aussi vos interrogations là-dessus, de par la formation que l'on a actuellement en tant que pédopsychiatre. Vous voyez? Donc on le sent et on l'entend, et ça nous intéresse énormément, nous qui avons peut-être été formés un petit peu autrement, plus âgés, autrement formés. Donc on le sent. On sent aussi votre souci comment dire, à la fois de pouvoir entendre un petit peu les pas de côté, d'avoir ce désir de les entendre, et en même temps de revenir un petit peu à votre position médicale, si vous permettez. Et alors j'ai trouvé par exemple très intéressant, extrêmement intéressant, les chuchotements dont vous avez parlé. D'accord? Donc dans les chuchotements, on voit bien que, à la fois dans votre littérature, et c'est une littérature qui est de plus en plus importante, mais qui vient aussi du fait qu'avant, on n'en parlait pas du tout. On vous dit, il faut en parler, vous voyez, et que c'est très important d'en parler. Mais ce que vous rapportez, par exemple, de ces chuchotements, de ces personnes qui disent et ne disent pas, qui n'arrivent pas à dire, c'est que c'est ça... ce midi, si vous voulez, comme dirait une certaine école de psychanalyse. Vous voyez, ça se dit, mais ça ne se dit pas en même temps. Et c'est très intéressant, ça, par exemple. Ou alors, quand vous dites, par exemple, qu'à l'adolescence, ça revient. Et ce qui est intéressant, peut-être, c'est de savoir que ça revient pour l'adolescent. Parce que l'adolescent, à ce moment-là, s'interroge pour lui-même, si vous voulez, sur ce qu'il en est de sa propre sexualité et de sa propre, fonction ultérieure de père, de mère. Il s'interroge sur ça. Ce n'est pas forcément, et ça, moi, souvent, je le dis, ce n'est pas l'histoire de sa naissance qui est l'histoire, si vous voulez, de maternité ou de paternité de ses propres parents. Et ça, c'est très intéressant parce que, vous voyez, donc, c'est pas systématique et ça se joue pas de la même manière. Mais en tout cas, moi, ce qui m'a beaucoup intéressée dans ce que vous dites, c'est que vous reflétez un petit peu l'évolution actuelle. C'est-à-dire que moi, comme je suis un petit peu vieille, je suis passée par tout ça. Quand j'étais étudiante, on n'en parlait pas du tout. Et puis, à un moment, on a commencé à dire, il faut en parler. Et puis, à un moment, c'est devenu presque, comme on a dit ce matin, un impératif d'en parler. Et du coup, ça a peut-être perdu un petit peu de son âme. Et ça vous est peut-être transmis à vous, dans votre formation, comme un impératif. Par contre, lorsque vous faites de la clinique, tout de suite, on le voit, vous commencez à entendre et autrement, et comment ça se joue dans ces familles. Moi, ça m'a beaucoup intéressé ce que vous avez apporté. Juste, je réagis. C'est vrai que, alors, dans ma formation, ça a été transmis, que c'était intéressant de le réexplorer, mais d'une certaine école. Enfin, c'est l'école psychodynamique, psychanalytique qui le transmet. Mais dans d'autres écoles, enfin, c'est pas systématique dans mes collègues pédopsychiatres de ma génération l'explorent plus ou moins. Enfin, il y a quelque chose qui... Ou autrement, peut-être. Oui, peut-être autrement. Ouais. Oui. Moi, je suis dans la même position que Madame Dany. Ça va me permettre de parler de quelque chose qui n'a pas été évoqué aujourd'hui sur la question de l'intime et qui est le voilement. Alors d'abord, la parole, c'est difficile de parler. Ce que parler veut dire, il faut savoir à qui on l'adresse et à qui on envoie la parole, à qui on la renvoie. Une balle de tennis, il faut faire attention de l'envoyer justement et de savoir que ça va pouvoir être utile à celui à qui vous l'avez adressé. C'est ça qui est compliqué. Je veux dire que effectivement, les épisodes de la maternité sont toujours, quand ils ne marchent pas, des épisodes traumatiques, n'est-ce pas, Voilà, donc c'est ça la vie des femmes. Elles sont là sur ce réel particulier, et c'est pour ça que la question du voilement reste quelque chose d'important, parce que la parole brute n'est pas une parole. Voilà. Elle permet, elle enregistre à nouveau le trauma. Voilà. Donc,
c'est pour ça qu'il faut toujours, et je me souviens de, par exemple, notre collègue Omar Guerrero, qui travaille avec les enfants, avec l'OFPRA, avec tout cela, et qui raconte comment, effectivement, son grand travail, en recevant les parents et les enfants, c'est de revoiler tout ce qui s'est passé. Voilà. Donc, méfions-nous des dévoilements, de révélations de secrets. D'abord parce qu'en fait, il n'y en a pas de secret. Voilà. Bon. Ça n'existe pas. C'est un trou dans le langage. C'est tout qui se répète. Mais sans quoi, ce n'est pas des secrets. Voilà. Et donc, il faut toujours mesurer comment, par rapport à l'intime, et pour garder pour les femmes, pour qu'elles puissent continuer à parler, pour qu'un enfant n'ait pas la révélation que sa mère a fait 3 fausses couches. Il n'en a rien à savoir, mais rien du tout. Et moi, je suis tout à fait, je le dis carrément, quand je vois des enfants à qui on a dit ça, la vie sexuelle de sa mère ne l'intéresse pas à ce niveau-là. Elle l'intéresse au fait que, effectivement, ce que vous recherchez par ailleurs, c'est comment elle a désiré cette grossesse, comment ça s'est passé pour lui, et quels sont les effets, par exemple, pour ce cas que vous avez parfaitement rapporté, effectivement, du surgissement de la mort, et qui a fait certainement un trouble une agitation, je ne vais pas dire un TDAH parce que je ne veux pas les dire, mais enfin, que ça l'a agité. On sait bien que dans l'histoire, dans l'anamnèse même, la question de la mort est très importante pour ces enfants. Voilà. Et donc, de savoir à quel moment et comment lui formuler le lien à lui, parce que sinon, ça le met, par exemple, devant la douleur de sa mère, ce qui va l'angoisser beaucoup, et qui va l'agiter, puisqu'il pourra pas, il sera impuissant à le traiter, n'est-ce pas? Et donc, c'est pour ça que toute cette question de l'intime que nous traitons aujourd'hui, c'est la première fois qu'on parle du voilement, et je crois que c'est extrêmement important. Voilà. Tu voulais ajouter quelque Juste chose? un mot, parce que c'est toujours cette société un petit peu paradoxale. Je dis qu'en ce moment, on a plus l'impression qu'on veut faire de la prévention de la vie, la prévention de la mort, la prévention du sexe. Et par exemple, la prévention qui marche, comme le vaccin, ça, on n'en veut plus. Donc, c'est un peu paradoxal aussi. Il va falloir peut-être, tu vois, qu'on s'interroge sur les... Enfin, voilà. Par contre, je suis tout à fait d'accord, et la manière si délicate et si belle que vous avez eue de le dire à Lucie, pour dire qu'entre nos 2 générations, on a abordé les choses autrement. Avant, c'était rien du tout. Maintenant, c'est presque obligé. Et c'est toi qui vas être obligé de trouver où est-ce que tu te situes avec tes années et tout ça. Et tu fais bien de t'interroger, et c'est très gentil à toi en plus de nous remettre, nous, dans ce questionnement, parce qu'il faut aussi qu'on puisse, faire cette différence entre laisser venir les choses, savoir qu'elles ont de l'importance. Et tu parlais de est-ce qu'il faut laisser une temporalité, et tu avais l'air de dire que malgré tout ça t'avait questionné. Ça, oui, sans doute celle du sujet, elle est inévitable, tu vois, pour que... Donc... J'ai entendu une conférence qui m'a un petit peu choquée sur le psychopathe, où par exemple, d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un psychopathe? Et donc, en 10 questions, en 10 items, on avait le diagnostic, là où un psychiatre mettra peut-être 7 ou 8 ans à oser le dire. Et donc, c'est un petit peu cette société du vite qui nous interroge. Il faut laisser le temps aux choses. Et je trouve que pour quelqu'un qui commence, c'est très bien que tu puisses te les poser et nous les renvoyer à nous d'une génération à l'autre. On fait tous des excès, quelque part, entre ne pas dire et toujours dire. Voilà. Oui, il y a une dimension générationnelle, il y a une époque avec... il faut tout dire, comme si la somme d'informations dites était du narratif. Bon, ça, je crois que vous allez expérimenter avec ce que vous allez éprouver avec les patientes. Peut-être juste, moi, je tique un peu sur les études. Les études ont montré que... Un peu, donc j'avais envie de vous dire peut-être lire plus de philosophie, de littérature, et de vous laisser
aller vers le rêve, l'imaginaire, et laisser un peu ces études qui montrent tout et n'importe quoi. Et sur l'IVG, je ne vais pas reprendre, mais bon, on ne peut pas comme ça plaquer des données pseudo-scientifiques, quoi. Parce qu'on peut tout dire, on peut tout faire dire à ce moment-là. Moi, c'est la seule chose. Le reste, en effet, il y a du générationnel, il y a votre expérience. Moi, je vous trouve très courageuse de nous montrer. On a oublié finalement, on était vous, on était vous. Hein. Voilà, donc ça nous fait du bien de vous entendre. Mais voilà, les études aujourd'hui ont pris une place qui me dérange dans cette espèce de vérité avec un grand V qui viendrait nous dire ce qu'est le sujet. Voilà, c'est mon seul. Merci beaucoup en tout cas pour ces commentaires. Et puis, c'est vrai que sur les études, je suis bien d'accord avec vous. Pour moi, c'est de les citer pour question. En fait, de lire des études me permet de me dire, est-ce que d'apporter d'autres questionnements et de ce que je lis aussi de très médical et très scientifique me fait dire, mais pourquoi on nomme telle chose, enfin voilà. Donc c'est vraiment de garder un esprit critique, et c'est pas de généraliser, de dire oui, bah voilà, il y a telle étude qui montre ça, donc je vais dire à ma patiente, bah quand même, lisez cette étude qui dit ça. C'est de lire pour être critique, et puis de rester, comme vous dites bien, dans le temps du sujet et dans l'individualité.